Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 du podcast Café Noir et Table Blanc par le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Je m'appelle Hélène Lebon et je suis l'hôte de ce podcast. Sujet du jour, apprendre, tout un programme. Je vais vous faire une confidence. Dans la vie, j'ai étudié en journalisme parce que cette carrière me rapprochait de la job de trade union que j'avais en tête et me permettait de poser des milliers de personnes à des milliers de personnes cette même question. Ah oui? Pourquoi? Et si? Je viens d'une famille où apprendre est très valorisé. Ma maman est allée à l'école, elle y est retournée, ma sœur et moi idem, toutes les trois on a été profs, bref. Apprendre est quelque chose de fascinant, mais je conçois que ça puisse être parfois plus houleux pour certains. Au final, apprendre, c'est quoi? Est-ce que tout le monde apprend? Est-ce qu'on retient tout? Est-ce qu'il y a une bonne façon d'apprendre? On respire. Notre sujet d'aujourd'hui concerne absolument tout le monde. Et pour en parler, j'ai avec moi Caroline Dubé, qui est candidate à la maîtrise en recherche sur la sélection des candidats en enseignement, bachelière en psychologie et en enseignement avec un profil d'adaptation scolaire. Elle a enseigné au primaire et au secondaire. Elle est actuellement prof au primaire en 5e année à Saint-Jérôme. C'est une maman de 3 enfants qui ont entre 6 et 11 ans et ta plus grande Asperger. Bonjour Caroline. Allô? Bonjour. Alors, avec moi aussi, j'ai Isabelle Miller, c'est la maman chez Le Bon Trait d'Union, vous la connaissez sans doute dans sa façon d'être à travers ses textes. Elle a longtemps été blogueuse sur la parfaite maman cinglante et surtout, elle a, moi qui la connais, un amour et une patience qui en font une sainte selon moi envers ses 2 petits Léo et Simone, respectivement en 3e et en première année du primaire. Si vous vous demandez, oui, je parle bien de Léo qui a récolté presque 12 000 $ pour son défi tête rasée avec le camp et qui avait été mentionné par Eric dans un précédent podcast. Bonjour Isabelle. Allô? Alors avant de commencer la discussion, je me tournerai vers toi Caroline. On est dans un contexte très particulier avec la Covid. L'école où tu enseignes a repris les cours. Comment ça se passe? Comment est-ce que les nouvelles règles sont appliquées? Est-ce que c'est facile à faire? Ben, spontanément, je dirais que ça se passe très, très bien. Par contre, je dois absolument nuancer. Je suis dans une école éminemment défavorisée. Je crois que j'enseigne présentement dans un des quartiers les plus pauvres. Je crois que c'est le plus pauvre au Québec. Et ce qui se passe, c'est que nous, on a moins de 50 de l'effectif qui est de retour en classe. Donc, c'est certain que lorsque, par exemple, je vais digresser un petit peu, j'ai 17 élèves et j'en ai 3 qui sont de retour. Donc forcément, la distanciation sociale se fait. Exactement. Donc, nous, ça va très, très bien. On manque pas de personnel enseignant. Donc, les ressources qui étaient déjà spécialisées deviennent surspécialisées. Les orthopédagogues ne sont plus des orthopédagogues, mais nous aident à faire du suivi à distance. Elle gère aussi les déplacements des élèves. C'est sûr qu'il y a beaucoup de minutes qui étaient consacrées à l'enseignement qui maintenant est consacrée à des tâches connexes comme déplacement dans les corridors, se laver les mains, attendre pour aller à la toilette parce que c'est un élève à la fois. Ensuite, on désinfecte la salle de bain, retour en classe accompagné. Mais sinon, les règles sont super bien appliquées. La première semaine, 2 mètres de distance pour un élève de 6 ans, c'était compliqué. Hey, t'es trop proche de ton ami. Non, 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 2 mètres de même. Puis maintenant, spontanément, les élèves l'appliquent. Donc, ça va vraiment bien. Est-ce que ça a changé la dynamique entre les élèves? Est-ce que tu as vu un changement peut-être entre eux, la façon dont ils gèrent leurs relations, dont ils jouent ou ne jouent plus ensemble? Mais c'est sûr qu'il y a des jeux qui étaient pas les favoris qui sont maintenant très en vogue. Moi, il y a des nouveaux jeux qui s'appellent le Paw-Paw où tout le monde est en cercle, donc 2 mètres de distance. Et là, c'est un jeu de réflexe où il y a un élève qui fait semblant de tirer sur un autre élève. Dans certaines variantes, ils doivent dire un mot rapidement avec une lettre. Dans d'autres, ils doivent baisser rapidement. Ça, c'est un jeu hyper populaire. Il y a les jeux de course, étant donné que tout le monde est aligné, tout le monde 2 mètres de distance, on court. C'était pas les jeux les plus populaires, je dois dire, mais maintenant, ça devient en vogue. Les élèves souffrent pas, je crois. On a un bois, nous, en arrière, donc on va faire des randonnées dans le bois. Euh, je suis dans un contexte où c'est très favorable, je dirais.
Donc les élèves qui sont de retour en classe, j'ai 2 catégories d'élèves. Ceux qui sont venus pour socialiser, donc qui ont leur socialisation minimale, puis ceux qui ont j'ai 2 élèves en difficulté. Les élèves sont venus pour avoir un suivi qui est comme plus spécifique, puis ça fonctionne bien. Toi, Isa, du côté de maman, tes enfants ne sont pas retournés à l'école et dans le premier podcast, quand on en avait parlé, tu me disais avec, cette pandémie, tu les sentais colleux, tu les sentais inquiets, les cauchemars étaient de retour. Est-ce que maintenant que bon, ça va déjà faire quelques mois, ça y est, c'est passé? Est-ce que pour eux, là, ils vivent ne pas aller à l'école comme des vacances? Comment est-ce que ça se passe? Ben, en fait, ça a été un peu compliqué parce qu'il était censé retourner à l'école. Finalement, la date a été repoussée, puis ça a été annulé. Donc, il y a eu une période, je dirais un peu de stress parce qu'il y avait l'incertitude quand on retourne à l'école, comment ça va fonctionner. Moi, je trouvais que c'était important qu'ils y retournent justement pour voir le nouveau fonctionnement qui devrait être le même en septembre ou en tout cas sensiblement. Fait que j'essayais de les préparer un peu pour finalement faire, ben non, finalement, on le fera pas. Puis ce qui a été un peu difficile pour eux, c'est que au début, c'était vraiment moi qui gérais les travaux que je leur donnais. D'ailleurs, Caroline m'avait donné des sites où aller voir. Puis là, les profs se sont mis à nous donner vraiment beaucoup de matières obligatoires. Donc, je dois prendre des photos, les envoyer. C'est le fun, on a tous des systèmes, sauf que j'ai 2 enfants, les 2 profs fonctionnent pas sur le même système. Donc, j'ai Teams, qui est une application, j'ai Zoom, l'autre. Donc, des fois, ils sont en même temps. Fait qu'il faut que j'en installe un sur mon ordinateur, l'autre sur mon téléphone. S'il y a un bug technique, il faut que je cours un peu aux deux. Même affaire pour la correction des travaux. Il faut que je les corrige, il faut que je les envoie. Des fois, il y en a qu'il faut faire, mais que c'est pas le prof qui corrige. Fait que c'est moi qui se retrouve, entre guillemets, avec l'odieux de correction. Parce que quand c'est maman qui dit, ben regarde, t'as une erreur, faut que tu le refasses, ça passe moins bien que quand c'est mon professeur puis que tous les élèves vivent la même chose. Fait que moi, j'ai le droit à des crises de je suis donc pas fine à donner plein de devoirs. Puis là, j'ai beau montrer, non, non, regarde, c'est ton prof, elle a fait la liste. Mais c'est pas la même chose. Fait que ça, je trouve ça vraiment difficile parce que j'ai l'impression qu'on me donne une tâche de plus qui est pas pantoute acceptée par mes enfants. Je suis pas prof pour eux autres, là. Fait que ça, je trouve ça difficile. Puis Caro, je te voyais sourire quand Isa disait ça. De ton côté, tu regardes tu étudies pour sélectionner les bons candidats à l'enseignement. Là, les parents ne sont pas tous des profs de façon innée et puis ils n'ont pas non plus l'étiquette de reconnaissance auprès des enfants de «Tu es mon prof». Est-ce que tu as vécu ça aussi du côté de prof, à avoir des parents qui viennent te dire: «À l'aide» ou «Ça ne marche pas»? Comment est-ce que tu gères ça? Mais c'est sûr que moi, les élèves que j'ai sont en 5e année, sont assez au fait de l'actualité pour savoir que dès le départ, notre cher ministre s'est mis les pieds dans la bouche en disant que tout le monde allait passer. Alors présentement, les communications avec les parents se résument à, ben, on vous a donné un plan de travail, maintenant les travaux sont obligatoires, je dois faire un jugement professionnel, donc dire si c'est succès ou échec, mais je dois avoir des preuves. Et des élèves de 11 ans, 12 ans qui ont compris qu'ils passaient de toute manière, donc pourquoi ils feraient le plan de travail? Puis les parents, souvent, ils travaillent à l'extérieur. Leur jeune qui a 11 ou 12 ans est seul. Donc, non, moi, dans ma classe, je vous dirais qu'il y a 50 des élèves qui font les travaux correctement. J'ai les élèves en difficulté qui tentent de faire les travaux et puis j'en ai, pour qui les travaux, ben, finalement, ça sert à rien. Donc moi, je comprends tout ce que Isabelle dit. On a beau essayer de donner, le choix qu'on a fait, nous, parce que je travaille avec une autre enseignante, c'est de donner des activités en ligne. Donc il y a une autre la correction se fait automatiquement. Moi, j'ai un rapport de ce que les élèves produisent, quelle activité a pas bien été effectuée, puis je peux communiquer avec eux pour essayer de refaire la matière. Mais néanmoins, même si c'est pas dans la cour du parent, c'est aux parents à gérer la motivation de l'élève et le contexte de la maison avec les 10 000 distractions, ben c'est pas favorable. On va s'entendre, là, l'année prochaine, à l'exception des élèves très performants, il va y avoir un temps de rattrapage qui va être consacré à la matière de l'année précédente. Là, dans ton cas, il y a des élèves qui reviennent en classe, mais tu dis que tu as gardé le contact avec les autres élèves même s'ils sont pas en classe, c'est ça? Alors que toi, Isa, ce que tu nous disais, c'est que aucun des élèves de la classe de Léo ou Simone ne sont retournés à l'école? Non, effectivement, parce que l'école a pas, elle est pas ouverte, point.
Fait qu'on était allé chercher les effets scolaires en se disant: «Ah, à la semaine prochaine au professeur». Puis finalement, le premier ministre il a annoncé là, que l'école allait pas recommencer. Fait que ça aussi, ça a été un petit peu une déception à gérer parce que mes enfants, pas tant, je suis pas exceptionnelle, là, mes enfants avaient pas tant hâte de retourner à l'école pour avoir des devoirs, mais ils voulaient revoir les amis. Fait que ça a fait un petit peu, tu sais, moi, puis j'avais un peu moussé ça aussi en disant non, mais au moins, là, tu vas aller voir tes amis. Même si tu peux pas leur faire des câlins, tu vas jouer avec eux autres à la récréation parce que ça devient longtemps, là, être tout seul à la maison ou jouer dehors, voir les petits voisins puis faire allô, mais pas pouvoir jouer avec eux autres. Fait que, tu sais, moi, je voyais le côté aussi, retrouver un semblant de vie d'enfant avec les autres amis. Fait que ça s'est pas fait. Fait que ça a été un peu difficile, tu sais, ben, c'est ça. Nous, il n'y a aucun ami des classes qui est en classe finalement. Là, tout le monde de la Rive-Sud est à la maison ou à essayer d'avoir la matière. Puis ça, quand je parle avec des mamans, parce qu'on a des groupes Facebook de mamans, c'est très, très varié. Là. Il y en a qui sont vraiment dedans, là, que, ils font quasiment 3 heures par jour là, non-stop à faire les travaux. Il y en a d'autres, ben, selon le nombre d'enfants aussi, c'est compliqué. Il y en a une, elle écrivait, ben écoute, j'ai 4 enfants, ben j'ai pas 4 ordinateurs chez nous. Fait que ça devient compliqué aussi à gérer ça. Fait que, où tu travailles. Moi, j'essaie de faire du télétravail entre ma gestion des devoirs puis des trucs, mais c'est un peu compliqué. Fait que l'école n'est pas recommencée, puis je pense que chacun a ses difficultés particulières. Puis les Zooms puis les Teams, ça amène aussi une autre dimension assez étrange. Tu sais, moi, j'entends mes enfants quand ils sont en espèce de rencontre scolaire virtuelle. Puis à un moment donné, j'ai pris le téléphone pour réagir, pour dire au professeur, ben là, c'est parce qu'il y a un ami qui arrête pas de parler, il faudrait peut-être mettre le micro à muet parce que c'est dérangeant. Parce que moi, je voyais mon fils qui chialait puis qui me faisait des yeux en voulant dire « Maman, fais quelque chose ». Mais je veux dire, dans la vie, dans une classe, là, le prof aurait sûrement intervenu, j'ose croire. Là, c'est moi qui a fallu qu'il dise « Excusez, madame, mon fils, on n'entend pas ». Puis, fait que tu sais, ça, c'est compliqué pour les enfants, je pense aussi. Puis justement, je passerai la balle au bon à Caro. Tu disais, les enfants, moi, Zoom, je n'y crois pas quand on était dans une discussion avant ce podcast en disant, je n'y crois pas, ça n'est pas les mêmes. Qu'est-ce qui, en tant que prof, comment est-ce que tu vois ces interfaces comme Zoom justement et qu'est-ce qui change vraiment chez l'enfant? Ce que je perçois, c'est toujours une question, là, c'est mon analyse de la situation. Moi, j'ai des élèves de 5e année. Donc, en classe, là, l'élève de 5e année, il n'est pas totalement conscient de lui-même. Donc, il va poser sa question, il va faire une bêtise. Il y en a qui vont trouver ça drôle, il y en a qui ne trouveront pas ça drôle. Quand on a 15 élèves en face de nous, tout le monde voit le visage de tout le monde, l'élève voit son visage. Donc, il est omniconscient de tout ce qu'il fait, des tics qu'il a, de son visage, de comment il parle, de comment... Donc, à ce moment-là, là, la gêne s'installe, il n'ose plus poser ses questions. Les interventions, là, les réponses sont 3 mots. Oui, peut-être, je ne sais pas. C'est difficile d'intervenir auprès d'un élève qui te dit peut-être, puis là, il te regarde, il n'ose pas trop dire qu'il ne comprend pas parce que là, tout le monde le regarde, puis là, il sait que tout le monde le regarde, puis il voit que tout le monde le regarde. C'est terrible. Je pense que la rencontre Zoom va être efficace si c'est en groupe 1-1, une intervention ciblée. Bonjour. Donc, il y a une espèce de, on va dire, d'habituation qui se fait. L'élève se voit, il te voit. Bon, ça va, ça finit par passer. Peut-être un petit groupe de 4 élèves, 3 élèves qui se connaissent très, très bien, donc qui n'ont pas la peur du jugement. Ça fonctionnerait aussi. Mais la classe au complet, là, non, ça fonctionne. L'efficacité doit être à 20%, si c'est pas 10. Ah ouais, hein? Puis c'est drôle parce qu'on a beaucoup entendu parler de tout ce phénomène de télétravail, puis la nouvelle adaptation du travail pour les adultes. Mais c'est sûr que c'est pas parce que nos nouvelles générations naissent avec cette habitude du clavier, de l'écran, qu'elles ont une facilité à communiquer nécessairement à travers l'écran. C'est ça que tu nous dis en fait. Non, le visuel. Les élèves sont très habitués de communiquer entre eux, je dirais. Ils s'écrivent beaucoup. Ils miment. Ce qui arrive beaucoup, on a un phénomène de mimétisme. Présentement, il y a des danses TikTok. Donc, les enfants apprennent la danse, ils la reproduisent. S'ils voient qu'il n'est pas bien reproduite, ils jettent le contenu, ils recommencent le contenu. C'est beaucoup. Tu sais, c'est un travail sur l'image. C'est très, très composé. Et lorsqu'on est en Zoom, lorsqu'on est en direct,
Cette composition échappe complètement à l'élève. Il peut pas là, reculer là: «Ouh, c'est pas ça que je voulais dire. Oh, j'ai eu l'air fou. Trop tard, c'est dit, tout le monde t'a vu». C'est ça. Et ça prend une identité très solide pour assumer que, bon, on peut avoir l'air, vraiment fou. Mais je pense aussi que les profs, moi, si je me fie, mon fils, ses professeurs, ils sont peut-être un peu de mon âge, là. Puis les deux, parce que je dis deux parce qu'il y a comme plein de tâches pour une, puis l'autre, c'est une journée par semaine, là. Fait qu'il voit les deux en rencontre. Ben lui, c'est Teams. Puis les deux journées différentes, sont allés dire, moi, je connais pas vraiment ça, la technique, qu'il faut que tu sois patient. Ah, je vais mettre une vidéo. Puis là, tous les amis criaient, hey, ça marche pas. Fait que, ah, ben d'abord, je vais te lire le contenu. Mais tu sais, le côté autorité d'un prof dans une classe, là, tout à coup, il vient de tomber parce que le prof a l'air comme un peu incompétent avec son matériel. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, mon fils, c'était comme, il faudrait que tu lui dises que, il me demande de dire quelque chose à son prof. Mais la formation universitaire, moi, je l'ai reçue parce que je viens de terminer le bac, mais il y a comme une éducation à faire là, qui a pas été faite parce que, mais de toute manière, c'est un pis-aller, là, le Zoom, Team, Meet. Le primaire est pas fait pour ça, là. Le secondaire, peut-être. Cégep, université, ça va parce que c'est des cours magistraux. J'ai eu des cours euh, sur des plateformes à l'université, mais le prof, mais là, il commence à défiler son contenu, il nous donne des notes. OK, période de questions. On écrit, il répond aux questions en direct, mais même là, dans une grosse cohorte universitaire, là, les gens qui prennent le micro, là, c'est peu, c'est très peu. Les gens vont préférer écrire leurs questions. Donc, imaginez un enfant. Lui, il peut même pas l'écrire, cette question-là. Puis, là, il est bloqué. C'est ça, et puis je pense qu'on est rendu dans c'est vrai que la pandémie, va aller, à la fois chercher des nouvelles compétences technologiques, des nouvelles compétences au niveau de la relation, parce qu'effectivement, on n'agit pas pareil quand on se voit à travers l'écran, et puis aussi des relations de, tu disais d'autorité, de discipline, Isa, c'est vrai que ça recalibre un petit peu toute la dynamique qu'il peut y avoir dans une classe. J'imagine que celui qui enseigne aujourd'hui est aussi en train d'apprendre, donc c'est pas simple parce que il faut apprendre les connaissances, enseigner les connaissances, puis en même temps, le professeur apprend lui-même des nouvelles gestions, une nouvelle façon de fonctionner. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui, tu penses, va rester? Que les trucs technologiques vont rester, je sais pas. Mais si ça reste que il va avoir un travail en profondeur à faire. Puis il faut pas oublier que l'enseignant, là, il y a un petit côté là, control freak de typique là. Et la technologie, ça échappe au contrôle, hein, des fois. Ça fonctionne pas comme on voudrait. On l'a vu, nous étions 3 adultes majeurs vaccinés. C'est très frustrant. Et quand ça fonctionne pas et on a des élèves impatients qui, eux, comprennent pas, c'est une double incompréhension. Et là, ils sont plus disponibles. Quand la techno se met à fonctionner, eux sont encore dans: «Ah, ça marche-tu? Ça va-tu arrêter? Il me va-tu?» Donc, trop de questionnements, trop d'impondérables. Puis l'impondérable et l'enfant, mauvais mélange. Ben, pas juste pour l'enfant, je dirais pour le parent aussi, parce que, tu Mmh. vois, moi, j'ai 2 plateformes différentes pour les enfants. J'en ai une troisième qui s'appelle Classe Dojo, où on nous envoie les devoirs. Mais là, les devoirs, je me retrouve avec une partie sur Teams, une partie sur Classe Dojo. Fait que ce qui est arrivé, c'est que Léo, il s'est fait poser une question. Puis là, il m'a regardé avec des grands yeux en voulant dire, mais c'est quoi cette question-là? Puis effectivement, le prof avait envoyé 2 questions. Moi, je les ai jamais vues passer, ces questions-là. Fait que Léo, a fallu qu'il dise, ben, je les ai pas faites. Puis c'était pas de sa faute. Parce que dans les faits, c'est moi qui porte l'odieux de trouver exactement où sont ses devoirs. Puis j'en ai fait faire, là. J'avais fait de la grammaire, des mathématiques, ce que je pensais. J'y ai fait même rédiger un bout de texte. Puis celle-là, j'avais pas vu les 2 questions. Pourquoi? Parce que c'était dans la 3e plateforme que je devais regarder, le 3e clic que je faisais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a pour nous aussi que c'est pas quelque chose qui est habituel. Tu sais, c'est pas... Puis moi, je me suis fait dire par le professeur, contrairement à ce que tu as l'air de dire, Caro, par le professeur de mon fils, à tout le moins, qui s'en va en 4e année l'année prochaine, que le Teams, l'application, elle avait décidé de nous l'ajouter à Zoom puis à Classe Dojo parce qu'elle disait qu'en septembre, on en aurait encore besoin. Fait que moi, ça m'a fait un peu peur. Fait que je me suis dit,
bon, il va falloir s'habituer. Puis là, j'ai l'impression ça a amené beaucoup de nouveaux apprentissages pour les élèves, pour les profs, pour les parents, beaucoup d'ajustements aussi. Si j'essaie de revenir un petit peu au sujet de notre podcast qui était sur apprendre, là, on comprend que tous les contextes d'apprentissage qu'on connaissait, par le prof, en classe, en direct, avec des amis, au milieu d'une socialisation, tout ça est un petit peu gommé par la pandémie, par la distanciation sociale, etc. Apprendre, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Mais je pense qu'ici, là, c'est biaisé. Dans le fond, apprendre, c'est une question de motivation. On a 2 types de motivation. On a la motivation intrinsèque qui part de nous et on a la motivation extrinsèque qui part justement, elle, des contraintes qui sont apportées par le contexte. C'est ce qui fait aussi la distinction entre les élèves qui auront aucune répercussion à cause de la pandémie. Moi, j'en ai 2 chez moi, là. Ils voient le plan de travail. OK, les filles, gérez votre plan de travail. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. Ils savent quand c'est la rencontre. Ils se branchent sur leur téléphone, tablette. J'ai rien à faire. Ces 2 élèves-là, là, motivation intrinsèque à réussir, j'ai rien à faire. C'est tout. Ils aiment apprendre, ils veulent apprendre. C'est comme ça. Mon fils, ben, c'est comme Isa, là, c'est la guerre, là. Lui, sa motivation intrinsèque, elle n'est pas là. Et là, c'est là que la motivation du contexte scolaire, puis c'est la motivation, c'est extrinsèque, là. C'est le bâton puis la carotte, là. La prof, tu sais, ils sont contraints dans leur petit local. Il y a pas le garde-manger à côté, tu pas la console de jeux vidéo ou encore le dessin que T'as tu pas pas le chat fini. à flatter. Exact, l'animal ou n'importe quoi. Tu sais, confinement, la motivation, elle est extrinsèque. Le contexte te l'impose. Là, c'est le temps de travailler. Tu travailles, il y a rien d'autre à faire. C'est ça. C'est pas tant la mais les motivations restent les mêmes pour certains élèves, puis ils sont hautes pour d'autres élèves à cause du contexte. Mais on peut pas dire que l'apprentissage a changé en soi parce que tout part de la motivation qu'on a à apprendre. Certains en ont une énorme pour tous les sujets, puis il y en a d'autres qui elle est plus restreinte, comme un Asperger, qui va avoir un domaine de prédilection. Il va tomber dans le plat de bonbons, puis c'est juste les bonbons Skittles qu'il aime. Il n'aimera pas les autres, mais il va savoir tout sur la composition du Skittles. C'est tout. Lui, ça l'intéresse soudainement. C'est là où il faut faire attention. Est-ce que la motivation, ça s'apprend? Mhm. Est-ce que ça peut s'enseigner? Puis est-ce que ça peut s'apprendre? Parce que là, je me dis: «Ouh là là, ça va être terrible si on dit à des parents, il est pas très motivé de façon intrinsèque», puis là, il y a plus le contexte extrinsèque qui l'amenait à devoir apprendre. Comment est-ce qu'on peut motiver un apprenant à revenir à l'apprentissage? Bâton puis carotte, c'est tout. Faut trouver ce qui motive notre enfant. Puis il faut le donner à petite dose. C'est comme les activités récompenses à l'école, là. Faut arrêter de se leurrer, là. L'humain est constitué d'une certaine manière, le cerveau fonctionne d'une certaine manière, puis il y a pas de vaccin de motivation, ting! Sinon le problème du décrochage scolaire n'existerait plus. C'est la motivation ne s'apprend pas. Il y a des facilitateurs, il y a des obstacles. C'est sûr qu'en diminuant le plus possible les obstacles, en augmentant le plus le plaisir qui est autour, on risque de créer une motivation, mais cette motivation-là, c'est celle-ci qui est fragile, c'est la motivation extrinsèque. Dès que le contexte change, l'élève perd une motivation. Mais la motivation intrinsèque, je sais pas, je sais que dans le questionnaire que tu nous avais envoyé, il y avait quelque chose au niveau de l'apprentissage de l'espoir. Puis je pense que la motivation ou l'espoir, ça rejoint peut-être un espèce de le contexte de Cyrulnik qui parle de résilience. Mais la résilience, ça s'apprend pas. T'en as qui en ont plus que d'autres. Tu peux la cultiver. Des fois, tu n'en prends pas beaucoup là, pour la cultiver. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui était là dès le départ. Là. Quand on parle de carence affective, bien, la carence affective, là, elle affecte tout, dont la motivation scolaire. Parce que la carence, elle est là, elle a besoin d'être nourrie. Puis une fois que cette carence-là va être comblée, là, on va pouvoir parler d'apprentissage. C'est pour ça qu'il y a des élèves qui sont. C'est très, très difficile là, de les motiver. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Il faut le combler avant de vouloir apprendre. Là, c'est la même. Là, c'est le parent là, qui doit se creuser la tête. Là. OK, là, si je dis ça, peut-être que je vais obtenir ça. Puis, mais c'est pas magique. Là.
Non, puis c'est des heures de négociation. Bon, OK, des heures, j'exagère peut-être, on va dire des minutes. Non, Mais tu sais, peut-être moi, pas. c'est j'ai j'ai une crise pour faire un devoir. Fait que ça va être, ben fais-le, après c'est Mhm. terminé. Quand il fait beau, je dis, tu vas pouvoir te baigner toute l'après-midi parce que tu auras tout fait en avant-midi ce que tu as à faire. Mais j'ai quand même droit à une crise de bacon. J'ai l'autre qui pleure puis qui dit, ben là, je suis pas capable de me concentrer. Elle a crie. Fait qu'il y a ça aussi qui est difficile, c'est que pour plusieurs parents, là, à moins que tu aies des jumeaux, les niveaux sont différents. Mais je peux pas scinder ma journée que je passe juste Mhm. l'avant-midi, mettons, avec mon fils, l'après-midi avec ma fille. Ça marche pas de même, là. Fait que des fois, j'en mets un dans le sous-sol, l'autre en haut, mais je passe mon temps dans les escaliers parce qu'ils m'appellent les deux parce qu'ils veulent que je sois là. Un peu le principe dans la classe, ils vont lever la main. Fait que moi, ce que j'avais fait pour un peu alléger ma tâche, au début, avant que les profs nous redonnent des travaux que eux allaient corriger, je m'étais dit, regarde, moi, ce que je veux, c'est par exemple que mes enfants comprennent un texte. Tu sais, la compréhension de texte, un truc de base. Fait que je faisais faire des recettes. Mais je les faisais lire, puis là, je disais, bon, ben maintenant, tu sais, dis-moi les ingrédients que tu as besoin, je vais t'aider à les sortir. Dis-moi les mesures. Fait que ma fille, elle a appris un peu les fractions avec ça. Parce que 2 cuillères à thé, elle savait pas c'était quoi. Fait que là, j'explique, c'est la moitié, blabla. Fait que tu sais, ça, moi, dans ma tête, c'était, ah, je te fais faire du français et des mathématiques, puis tu le sais même pas. Puis ils sont super contents, ils ont mangé des muffins après. T'es passé par le apprendre autrement, puis là, il y avait le bâton carotte. Là, c'était pas de la carotte, c'était des muffins, c'est ça, en Ben fait. voilà, avec plein de pépites de chocolat, écoute, c'était winner. Mais là, tout à coup, je me retrouve encore à être obligée de faire, ben non, regarde, t'as une phrase mathématique à résoudre. Puis là, il est comme, ben non, mais ça me tente pas, ça. Parce que ça, c'était comme écrit clairement, c'est un devoir que je te donne. Tu sais? Dé Donc en fait, déguiser un peu les devoirs dans un contexte de maison, ça peut aider à faire passer, ce qui serait moins sexy, Oui. Ben, c'était beaucoup plus facile. Comme moi, les faire lire, c'est facile. Fait que des fois, ça, c'est mon chum qui avait eu l'idée, puis je trouvais ça génial. Il les faisait lire. Puis après ça, il disait, ben, raconte-moi donc un petit peu ton livre. Fait que là, c'est un peu de l'expression orale. Es-tu capable de mettre en ligne, tu sais, vraiment faire un lien entre tes idées, expliquer clairement, expliquer. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça le fun, parce que pour eux, c'était, oh, cool, papa s'intéresse à ce que j'ai lu, mon monsieur, madame, ou, tu sais, mon savais-tu. Fait que là, j'y explique. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Mais ça, j'ai pas de compte-rendu à donner aux profs. Est-ce que ça dépend pas aussi des parents? Parce que c'est sûr que, ça prend un parent qui a la patience, le temps, peut-être la possibilité de s'impliquer aussi avec son enfant. Je pensais notamment, par exemple, les parents ne maîtrisent pas bien la langue française au départ, ça peut être autant de difficultés peut-être? C'est énorme. J'ai 2 élèves qui étaient en francisation et depuis 2 mois de confinement, maintenant lorsqu'on fait les rencontres en ligne, c'est sûr qu'à la maison, ils sont confinés et puis les parents parlent pas français. À ce moment-là, là, c'est de l'anglais puis, de l'arménien. Le français là, c'est ouh, ils l'ont perdu un petit peu, hein. Donc, oui, il y a une question de français, il y a une question de barrière de la langue. Mais là, moi, je veux intervenir tout de suite sur Isabelle et les beaux apprentissages qu'on fait dans le quotidien et blablabla. Écoutez, le nerf de la guerre présentement, ouais, mais le nerf de la guerre qu'on a en orthopédagogie, c'est-à-dire l'orthopédagogie, c'est la science qui s'occupe des difficultés d'apprentissage, en gros. On dit que, je reprends un petit peu de tes notes, Hélène, l'orthodontiste Vas-y, vas-y. redresse les dents, l'orthopédagogue redresse les savoirs. Donc, écoutez, ce qu'on montre dans le bureau d'un orthopédagogue, donc on va avoir des interventions très, 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 très ciblées, là, avec 2, 3, 4 élèves maximum, quelquefois un. Et là, on est dans notre local, là, puis on est en pamoison. Ils ont réussi, ils comprennent, tout, tout. On leur retourne en classe. Même type de question. Ah, mon Dieu Seigneur, il ne comprend plus. Le transfert, là, ce qu'on appelle le transfert. On prend une connaissance dans un lieu X, un milieu X donné par une personne, puis essayer de le mettre et de l'appliquer à différentes situations. C'est très, très, très difficile pour les élèves en difficulté, particulièrement. Les élèves qui sont très, très forts, eux, le font spontanément. Ils font les liens. Mais les élèves, là, c'est pour ça que Simone, tu as l'impression qu'elle a appris ses fractions, mais quand elle va arriver en classe et qu'ils vont lui couper une tarte, elle va peut-être faire oh, c'est quoi ça? Mais peut-être que non, mais peut-être que oui. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui joue? Est-ce que c'est la mémoire, qui fait défaut parce qu'on n'a pas imprimé la connaissance dans le même contexte? Est-ce que c'est le fait que ce soit répété de la même façon? Qu'est-ce qui joue dans ce cas-là pour que ça ne fonctionne dans un cadre et puis d'un coup, ça ne fonctionne plus dans l'autre? Ben ça, si on avait la solution, ce serait merveilleux. Je dirais que les neurosciences apportent quelques pistes. Il y a des études qui ont été faites où ils plongeaient, admettons, des gens en dessous de l'eau, puis leur faisaient apprendre des listes de mots. Ensuite, ils les sortaient de l'eau, les faisaient réciter la liste, puis les replongeaient en dessous de l'eau, puis les faisaient réciter la liste. L'apprentissage, lorsqu'il se fait dans un contexte
et qu'on demande le rappel de cet apprentissage, il est toujours meilleur dans le même contexte. Donc, on a cette partie-là et il y a les éléments émotifs. C'est sûr que si on a l'impression que l'enseignante en orthopédagogie, là, elle nous trouve donc bon, là, puis qu'on oh, c'est bon, elle a confiance en nous, soudainement, on a confiance en soi, fait qu'on produit des réponses, pas d'inhibition. Donc, ça peut appeler l'enseignante, tu as le groupe, tu as l'effet, la peur de qu'est-ce que l'autre va penser, tu n'oses pas le faire, tu as peur de te tromper, tu finis par te tromper parce que ton niveau de stress a passé ta courbe en U. Donc là, tu n'es plus performant, là. Ça te paralyse. Mais je dirais, puis tu as la mémoire aussi. On sait que la mémoire retient mieux pour apprendre un nouvel élément, il faut en connaître 80. Donc, c'est ce que. On ne peut pas montrer la, la physique quantique à un élève de deuxième année parce qu'il n'y a pas les prérequis. Il ne comprendra rien. Il va te regarder. Il raconte du chinois. Mais c'est possible. J'avoue que même moi, la physique quantique, Mais c'est ça. Mais t'as pas la base. Mais ce que je veux dire, c'est possible de montrer mince. éventuellement la multiplication parce que la structure additive puis la multiplication, mais ça va avec ça. Donc, ça pour dire que c'est construire le savoir à l'intérieur du cerveau puis faire plein d'accroches. Peut-être que les accroches qu'il a faites, c'était juste dans la situation qu'on a travaillé en petit groupe. Comme là, l'accroche de Simone, c'est peut-être la cuillère de chocolat, de cacao, ou la vanille, ou l'épice. Puis là, quand elle va arriver, puis ça va être une demi-tasse de, ben là, de grains de maïs pour nourrir ses vaches. Elle, pour elle, là, grains de maïs pour nourrir les vaches, ça n'a aucun lien avec les recettes. Fait que le transfert se fait plus. Tu sais, les situations sont un petit peu éloignées, puis c'est pas le concept mathématique euh, qui a été mémorisé, mais c'est plutôt le contexte global avec la recette. Donc, c'est difficile. Il y a beaucoup de pédagogie en faisant appel au quotidien de l'élève, mais des fois, ça fonctionne très bien, mais il faut toujours que le prof rappelle ça. C'est comme quand vous faites ça. C'est comme quand tu as fait ça. C'est comme quand j'ai dit ça. Si le prof le fait pas, ça tombe à l'eau. Puis là, tu parlais du contexte émotionnel. On voit de plus en plus à la télévision, après ces quelques mois de confinement, des publicités passer au sujet de santé mentale. De on est resté en dedans, vous avez gardé peut-être les choses en dedans, c'est pas normal pour les adultes. On s'entend que les enfants aussi vont avoir leur propre stress, leurs propres émotions. Est-ce que justement on est dans un contexte en ce moment où, au-delà du côté technologique, au-delà du côté écran, pour certains, l'angoisse qui embarque avec la Covid, avec voir papa, maman inquiet, avec... Est-ce que ça aussi, ça les éloigne peut-être des capacités d'apprentissage en ce moment? C'est certain. Mais il y a deux éléments de réponse dans ce que tu viens de d'énoncer. Mais premièrement, c'est sûr que l'apprentissage se fait avec est-ce qu'on trouve que ça a l'air important d'apprendre ça? Involontairement, on va apprendre plein de gestes ou de savoirs parce qu'on a vu quelqu'un utiliser ces gestes-là, ce savoir-là, pour l'atteinte de bénéfices quelconques. Ça peut être des bénéfices sociaux, des bénéfices monétaires, toutes sortes de bénéfices. Puis l'enfant le comprend très, très bien. Là. Ça, c'est la théorie au complet d'Albert Bandura qui parle d'apprentissage vicariant. On va imiter même les mauvais comportements parce qu'on a l'impression que ce mauvais comportement-là est plus payant. Puis ce qu'on imite, c'est ce qu'on voit. Les enfants n'écoutent pas par leur oreille, ils écoutent par leurs yeux. Si tout le monde fait quelque chose, l'enfant va le faire, même si tu lui dis de ne pas le faire, parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu lui dis de ne pas le faire, puisque tout le monde le fait. Puis, au niveau de la disponibilité émotive, c'est sûr que si tout le monde passe le message que l'apprentissage, c'est bien moins important que de sa sécurité du COVID, bien là, lui, ce qu'il comprend, c'est qu'il faut qu'il concentre toute son énergie sur la sécurité du COVID. Fait que là, l'anxiété peut augmenter. Puis il ne faut pas oublier, l'apprentissage vicariant, ça s'applique aussi à l'angoisse et à l'anxiété. Les personnalités anxieuses, là, lorsqu'on regarde la recherche, là, l'anxiété chez les enfants, c'est très souvent, on ne peut pas dire que c'est génétique, là. C'est épigénétique. On a des facteurs de risque, c'est le milieu qui va le former. Donc, c'est sûr que si tu as des parents hyper anxieux, mais tu risques d'avoir des enfants hyper anxieux. Si tu as des parents trop babacool, ben, tu vas avoir des enfants hyper babacool. Ça va un petit peu ensemble. L'anxiété, là, ça tombe à côté de son arbre. Je trouve ça intéressant parce que je pense que
c'est sûr que je parle plus de moi. Je pense que mes enfants, c'est pas des enfants à problème à l'école en temps normal. Tu sais, je veux dire, ils sont pas les meilleurs de la classe, mais ils sont pas les pires non plus. Ils sont capables de faire les devoirs, mais ils se tannent vite. Tu sais, l'enfant normal, là. Puis Ah oui, typique. là, je pense qu'une des difficultés qu'ils ont, c'est... Moi, je suis pas tant plongée. Tu sais, j'étais à la maison, là. Moi, j'ai rencontré une maman, elle disait qu'elle, sa difficulté, c'était que les deux étaient travailleurs essentiels. Fait qu'elle dit, je veux bien, puis la plus vieille était quand même... Elle avait 12 ans, 13 ans, je pense qu'elle a, sa plus vieille. Fait que, tu sais, ils sont capables de rester à la maison toute seule. Ah oui. Mais elle disait, moi, c'est sûr que j'ai pas tant de temps que ça pour faire l'école à la maison, là. Tu sais, fait qu'elle disait, je l'ai expliqué au prof en disant, regarde, si je fais ce que je peux, les deux, en plus, ils sont centre hospitalier, des horaires un peu étranges, puis pour que les deux parents aient des tours de garde à la maison, entre guillemets, ben t'en as un toujours qui est de soir, qui est pas le matin super en forme. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça peut jouer. Moi, je fais du télétravail à la maison, fait que je suis vraiment très présente avec les enfants. Mais quand même, j'écoute, moi, les points de presse là, du premier ministre. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'eux autres, ils l'entendent. J'ai beau dire, hey, va jouer dehors, va jouer. On dirait qu'ils savent que j'ai pousse. Fait qu'ils rentrent. Tu sais, c'est comme instantané. Même si je fais quelque chose de plate, si je leur dis, ben là, si tu restes dans la maison, tu fais du ménage avec maman, ben, ma fille, elle le fait. Elle prend le Swiffer puis elle le passe, tu sais. Fait que veux pas, ils entendent. Puis là, tout à coup, ils te disent des drôles de phrases. Tu sais, puis des fois, moi, je trouve pas ça si alarmant ce qu'on entend. Mais tout à coup, ils vont entendre, je sais pas, moi, papy il appelle, puis il vient ici chercher des trucs qu'on lui a commandés, mais il rouvre pas la fenêtre d'auto. Il dit pas, tu sais, il parle en faisant des signes à travers la vitre. Fait que là, c'est sûr que mes enfants vont faire, ah, OK, papy, il a peur de l'attraper, la COVID. Fait que, tu sais, ça ajoute comme un stress. C'est comme Mais oui, si il apprend papy... par les yeux. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, t'as beau leur parler comme, ben oui, papy, tu sais, par son âge, il serait plus à risque. Non. Mais eux autres, c'est sûr que ça ajoute un stress. Puis je pense que ça, c'est pas une condition, entre guillemets, gagnante de les installer puis essayer de les faire se concentrer sur la notion de fraction ou sur lire un petit texte cute sur un hamster puis après ça, répondre à des questions. Tu sais, ils ont quand même une conscience que ce qui se passe est un petit peu plus important que ça. Même si on a beau essayer de dire, ben là, ça va un peu mieux, on commence à décontaminer, pas à décontaminer, mais à déconfiner. Puis ma fille, c'était drôle parce que, comme je dis, je suis pas mal comme dans mon petit monde. Puis hier, mon conjoint est allé avec ma fille chercher du poulet. Mais là, elle a vu, tu rentres quelque part, tu te mets du purel, tu as le 2 mètres indiqué par terre, les petites lignes jaunes. Puis il m'a dit, elle a eu vraiment un mouvement de recul, puis comme, wow, c'est quoi ça? Fait que tu sais, c'est pas des circonstances le fun. Elle veut jouer avec ses amis, ben non, ils veulent pas, puis tu peux pas. Faut que tu joues dehors avec. T'es croisé au parc, mais c'est tiens-toi loin, tiens-toi. Fait que tu sais, c'est pas normal pour eux. Fait que je pense que c'est pas un contexte qui aide à l'apprentissage en soi. Est-ce que c'est aussi peut-être que un enfant, c'est un petit être qui est assez routinier quand on veut, entre guillemets, «optimiser» à la fois ses capacités d'apprentissage, de son profil en tant que, oui, élève, mais aussi en tant que citoyen, on lui crée une routine d'apprentissage qui, là, a été complètement, débalancée. Est-ce que c'est peut-être, aussi une des clés du problème à l'heure actuelle? Bien, c'est certain. Lorsqu'on prend là, Sonia Lupien qui a étudié énormément le stress, elle parle de ciné. Puis dans le ciné, le I, c'est l'imprévisibilité. Donc, ça ne s'applique pas juste aux enfants. Les capacités d'adaptation de l'humain sont souvent là, sont très, très grandes, mais il faut lui laisser du temps. Le COVID est arrivé comme ça, bang, bing, pouf, on a demandé à tout le monde de s'adapter. Ça n'avait jamais été. Il n'y a même rien de similaire. Le SRAS, là, il n'y a jamais eu de confinement. Rien à voir. Donc, tout est nouveau. Puis effectivement, l'enfant apprend mieux dans une routine parce qu'il sait à quoi s'attendre. Donc, le stress est diminué, le facteur de stress ne vient pas interférer avec ses apprentissages. Il n'a pas l'impression qu'il y a une menace, qu'il doit vaincre quelque chose, il doit se méfier, il est en confiance. Il arrive à l'école, il place ses objets, il parle un petit peu avec ses amis, le prof s'assoit. OK, les amis, routine du jour, on va faire ci, on va faire ça. Puis là, on donne la routine pour les préparer. Là, c'est écrit au tableau. Là, c'est COVID, là. Oui, hier, c'était je rentre à l'école, je rentre plus à l'école, j'y vais à l'école, je me lave les mains, mamie vient plus, peut-être que mamie vient, on le sait plus. Donc, même pour les adultes, là. Donc, tout ça, là, demander aux adultes d'apprendre là-dedans, c'est pas gagnable. Je vais prendre mon exemple. À l'université, nous, où on est, plutôt que de mettre des notes, ils ont décidé de mettre du succès-échec. Parce que la valeur d'une note, pour eux, c'était pas, la note qui aurait été mise n'avait pas la même valeur. Donc, c'était succès-échec.
Est-ce que tout est en train d'être revu dans les types d'apprentissage qu'on pouvait faire, que ce soit académique, social? J'ai l'impression que c'est comme si l'apprenant est celui qui va, enfin, en tout cas celui qui va enseigner va être celui qui va avoir appris le plus vite. Que ce soit enfant, parent, prof, que ce soit pour la technologie, j'ai l'impression que ça bouscule énormément cette hiérarchie d'apprenant-enseignant. Le contexte actuel qui est celui qui va catcher le plus vite, celui qui va s'adapter le plus vite, qui va arriver peut-être avec une solution le plus vite, va être celui qui va pouvoir montrer aux autres, peu importe qui on est? Écoute, ça, c'est une merveilleuse question que tu poses. Moi, j'ai toujours cru que c'était ça. Que lorsqu'on arrive en enseignement, c'est parce qu'on aime apprendre, on a compris comment apprendre, on a même compris comment l'autre n'a pas compris pour lui montrer. Je suis arrivée à l'enseignement tard, après plusieurs études, parce que moi, ce que j'aime, c'est pas, j'aime les enfants, là, mais ce qui me mobilise dans la vie, c'est vraiment l'apprentissage. Et c'est de voir, là, comment c'est intéressant le cerveau qui foisonne. Lorsque je suis arrivée en enseignement, mais j'ai eu cette déception parce que je vais faire des généralités, là. Puis c'est ce qui explique pourquoi je m'en vais en recherche et en insertion professionnelle pour comprendre qui décide de devenir enseignant. Quelles sont les motivations? C'est pourquoi on a si peu d'hommes en enseignement au Québec? Pourquoi le profil de l'enseignant est quand même un petit peu stéréotypé? Puis ça rejoint ce que tu as dit. Est-ce que l'enseignant, c'est celui qui a catché le plus vite puis qui veut partager le plus? Ou l'enseignant se situe à un autre niveau, au niveau de la routine, du contrôle du contexte? Puis c'est tous ces éléments-là qui le rassurent lui-même. Parce que l'enseignement qui contrôle son environnement, c'est un enseignant qui se rassure. C'est vrai qu'émotivement, il rassure les enfants, mais au niveau de ce que tu appelles l'apprentissage, jusqu'où on peut aller là-dedans? Est-ce qu'on amène tous les enfants à leur plein potentiel, particulièrement ceux qui aiment apprendre? Je crois pas. Je crois que présentement, l'école québécoise est en train de laisser pour compte plusieurs élèves qui ont vraiment une soif d'apprendre. Et c'est pourquoi au Québec, le privé a autant de succès. Il y a une niche là, qui est là, puis on est incapable de répondre aux besoins de ces enfants-là, ce qui fait qu'à un moment donné, on a du décrochage, on a des mauvaises étiquettes, puis cette glorification de l'enseignement là, qu'on a dans les pays asiatiques où l'enseignant est un dieu, où apprendre, c'est super valorisé, c'est pas ça qu'on a ici. Là. C'est pas comme ça qu'on voit l'enseignant. Et la question de respect, là, on est à des milliers d'années-lumière d'autres pays. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est ceux qui catchent le plus vite qui vont devenir des meilleurs enseignants, qui vont être à même de mieux enseigner? Hmm, un doute. Je me pose, moi, cette question. Tu parlais tout à l'heure, parce que tu t'y es intéressée, justement, à la pédagogie, à l'enseignement, à l'apprentissage, de dire: «Ah, quand on apprend dans tel contexte, c'est plus facile de, répéter ce qu'on a appris». Est-ce que dans les modèles, aujourd'hui, qu'on a dans nos écoles et peut-être aussi pour aiguiller les parents et là, je pense à toi, Isa, est-ce que le fait de donner, par exemple, des trucs et astuces de comment fonctionne le cerveau. Comment est-ce que je peux, moi, l'apprenant, jouer un rôle dans mon apprentissage, connaître mieux ma tête pour savoir comment l'utiliser? Est-ce qu'il y a ce serait pas peut-être une piste d'aller voir, de prendre le temps de comment apprendre? D'enseigner comment apprendre en quelque sorte? Oui, apprendre à apprendre. Présentement, c'est en vogue. Je dirais que ça a un impact euh, assez tangible sur les élèves qui sont en difficulté, parce qu'on leur rappelle toujours les mêmes choses. Pense à ton cerveau, là. Est-ce que ton cerveau a posé cette question-là? Euh, est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu t'es arrêté? C'est de qui on parle? Qu'est-ce qu'on en dit? Toujours la même question. Tu sais, ton cerveau, il a besoin que, de se poser des questions lui aussi, ou il a besoin de repos, il a besoin ça fonctionne bien chez une partie des élèves. Chez d'autres élèves, ils trouvent eux-mêmes leur truc, donc ils comprennent intuitivement comment leur cerveau fonctionne. Puis quand on essaie de leur donner d'autres trucs, c'est comme, mais quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse?
pas besoin de ça. Puis il y en a d'autres pour qui, hey, c'est vrai, ça m'aide. Mais c'est toujours intéressant. Habituellement, les enfants sont curieux d'eux-mêmes. Donc, si on leur explique comment le cerveau fonctionne, puis que le prof sait de quoi il parle, puis il est intéressant, l'élève va écouter. Puis de parler de ça, ben, c'est un ancrage de plus. Donc, là, on est en train de créer plein de petits liens. Si on fait le lien ensuite, hey, tu te souviens quand je t'ai conté comment ton cerveau apprenait, là, que pour apprendre que l'oiseau jaune, c'est un canari, il fallait que tu saches qu'il y a des oiseaux. Il y en a qui sont jaunes. C'est quoi les caractéristiques de l'oiseau? Puis là, on met tout ça ensemble. Là, si je te dis, c'est la même chose avec la morpho des mots. Si je te dis subarctique, le climat subarctique, ah, il est où l'Arctique? Hey, il est-tu dans le sud ou il est dans le nord? Ben, madame, il est dans le nord, là, c'est le pôle nord, c'est le Père Noël. OK, il est en haut. Subarctique, sub. Et ça, c'est en dessous. Ben, où est-ce qu'il va être ton climat subarctique? Il va-tu être en Floride? Ben là, ils vont te regarder. Ben là, non, madame. Là. Donc, c'est ça. Plus on crée de liens, plus on montre que le cerveau fonctionne avec des liens, plus ça fonctionne. Mais il faut le faire. Il faut que ça devienne spontané. Ben, je pense qu'au-delà de le faire, puis là, je dis ça, mais contrairement à toi, je suis pas allée dans une classe, mais moi, mes enfants, ils me le disent, là, puis je le vois ces photos, puis je les entends, je pense qu'ils sont 22 par classe à peu près, là, une classe normale. Mmh. L'année passée, mon fils était même dans une classe double niveau, là, première, deuxième année. Il avait très bien réussi, par exemple. Le côté j'aide les premières, quand ça fonctionnait très bien avec lui, il y avait un côté hyper valorisant. Mais il y avait aussi un côté très distrait quand tout à coup c'est de la matière de première année. Mais je pense que des fois, les profs, ils ont juste pas le temps. Ils n'ont pas l'opportunité de voir, OK, j'en ai 3 dans ma classe qui aimeraient ça pousser plus loin, mais je peux pas m'attarder à eux. Tu sais, c'est ça, moi, que je vois des fois. Tu sais, parce que si je m'installe avec mes enfants et qu'ils me posent des questions, je vois qu'ils ont un intérêt, je vois qu'il y a quelque chose. Mais la prof a pas, tu sais, bon, des fois, j'ai pas toujours les réponses, là, puis mes trucs à moi, c'est pas ceux qui fitteraient pour les enfants, puis bon, en faisant le souper, j'ai pas le temps de me creuser la tête tant que ça. Mais la prof, j'ai l'impression, des fois, que c'est par manque de temps qu'elle peut pas aider chaque enfant à bien comprendre comment l'aider, entre guillemets, à apprendre, justement. Puis là, Isa, justement, tu disais, tu reçois, tu veux pas des fois interférer parce que la façon dont tu vas livrer le message va pas être comme le prof va l'enseigner. Mhm. Est-ce que tu te sens démunie parce que tu te dis que t'as pas forcément tous les outils en main? Est-ce que tu te sens démunie peut-être des fois parce que tu te dis: «Ce que moi j'ai appris, ça faisait partie de mon programme à mon époque», même si je ne te vieillis pas, on s'entend. Mais et c'est plus que aujourd'hui les enfants voient. Comment est-ce que pour toi ce décalage peut-être parfois peut-être cette impuissance où t'es pas sûre, d'où est-ce que ça vient à ton avis? Ben, moi, ce que je trouve, par exemple, en français, ce que je trouve difficile, c'est qu'ils ont changé beaucoup de terminologie qui, pour moi, bon, Mais c'est c'est difficile de meilleur! changer 4. Peut-être que c'est meilleur, sauf que moi, quand mes enfants m'arrivent avec une question, je vais leur dire, mettons, ben, tu l'accordes comme ça. Je le sais que mon accord, il est bon. Mhm. Mais là, quand ils m'expliquent, qu'ils veulent que je leur explique, puis là, moi, je le dis avec les mots que j'ai appris, là, ils me regardent de qu'est-ce que tu parles. Fait que là, faut que je dis, ben, dis-moi qu'est-ce que ta prof t'a dit. Puis là, je vais te comprendre qu'est-ce qui représente le COI, le COD, que moi, dans mon temps, on disait. Mais ça, ils l'ont pas retenu. Ouais, Fait que moi, je suis un peu, CICD. ouais, mais c'est ça, sauf que moi, si eux, ils l'ont pas retenu puis ils sont pas capables de me le dire, je suis comme, ben écoute, je peux te dire qu'ils s'accordent de même, mais là, ce que je leur dis correspond pas à ce que le prof a dit, fait que là, ils sont fâchés. Ouais, Tu sais, ils sont comme, c'est pas ça que ma prof a dit, t'as ouais. pas raison, tu sais rien. Puis, il y a quelque chose de fâchant parce que c'est pas les mêmes termes qui sont utilisés, ou au contraire, des Ouais. fois, moi, j'ai une facilité, par exemple, si je vois un mot, d'habitude, je retiens comment l'écrire. Pour moi, c'est facile, c'est comme si je le Ouais. photographie. Mais C'est ça. mes enfants, c'est pas ça. Fait qu'eux autres, j'ai beau leur Mhm. dire, oui, mais tu lis, tu l'as déjà lu, ce mot-là? Puis là, ils sont Non, comme, hein? c'est pas vrai. Ils comprennent pas. Fait que moi, j'ai pas C'est dit, pas qu'ils comprennent pas. C'est que non, mais, ton cerveau, il y a 2 manières d'apprendre les mots. Il y a une façon qu'on appellerait, ben, tu l'as dit, c'est comme c'est photographique, c'est un registre dans ton cerveau Mhm. qui est logographique. Tu l'apprends globalement, tu as appris comment. Puis il y a un autre registre qui fonctionne par assemblage et à ce moment-là, nous, on avait une grande lacune, on n'enseignait pas des règles orthographiques. Pour nous, on enseignait des règles grammaticales. Mais le français, il est très logique et la nouvelle réforme nous permet de l'enseigner comme ça, avec des règles orthographiques. De manière générale, là, il y a plein
de règles qui s'appliquent, mais c'est vrai, Isabelle, nous, on les a pas reçues et je dois te dire que moi, j'ai reçu cet enseignement-là parce que j'étais en adaptation scolaire et que quand j'arrive avec des profs au régulier, il y en a plein qui ne les connaissent pas. Puis là, je leur dis oui, ça, puis là, quand tu mets ton mot, là, c'est sûr que tu as un double L parce que là, tu as tes deux voyelles, puis là, ici, tu as ta consonne initiale, tu la doubles parce que quand tu prends ton mot, ça forme pas un mot tout seul. Mais il y a plein de règles comme ça. Là, je t'avoue, là, c'est vrai, nous, on l'a appris, old school, tout était par cœur, puis c'était comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus logique, puis c'est génial. Sérieusement, là, ça, c'est l'avantage. Là. Le français, il est bien plus cool maintenant. Mais il faut que tu l'apprennes pareil. Outre l'adaptation des matières et puis donc des terminologies, puis des façons d'enseigner la matière, j'ai l'impression peut-être que parce que les sources d'information et donc de potentiel apprentissage, la nouvelle technologie, tu disais Isabelle, la télévision, il y a beaucoup plus de bruit autour de l'apprentissage que les enfants vont faire. Est-ce que, euh, en un sens, les parents d'aujourd'hui n'ont pas été formés pour aider leur enfant dans l'apprentissage dont Tellement, ils ont puis besoin aujourd'hui? je pense aussi que le rythme de vie a tellement changé. Ouais, ça, oui. Tu sais, moi, par exemple, j'allais pas au service de garde quand j'étais petite. Tu sais, je revenais chez nous, le devoir avait été donné la journée même, on venait de voir la matière, puis je faisais le devoir soit en arrivant chez nous ou après le souper, mais j'avais le choix et j'avais le temps. Là, à ce temps, puis moi, j'avais pas, tu sais, je sais pas si c'est juste moi, là, mais il me semble que dans mon temps, tout le monde n'avait pas 36 000 cours le soir. Cours de karaté, de danse, de gym, il me semble Non, que moi, c'était j'en avais. rare, là, à part ceux... Ouais, mais pas... Je sais pas, il me semble que c'était pas à tous les soirs ou 3 soirs par semaine. Ben, Mais moi, bon, ça, c'était ma réalité à moi. oui, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est toi parce qu'on vient du même quartier, on s'entend? Oui. Puis moi, le soir, j'avais comme cours de karaté. Après, j'ai eu du théâtre, j'ai eu des jeunes naturalistes. J'ai toujours eu des soirées où il y avait quelque chose. C'était moi ou mon frère, on avait quelque chose. Mais c'est vrai que j'allais pas au service de garde. Non, c'est ça. Ta mère était très présente. Moi, mes enfants, tu sais, quand je vais les chercher au service de garde, ben souvent, c'est l'heure de faire le souper puis de manger. Fait que là, s'il y avait le cours de karaté, là, on se dépêche parce qu'il faut arriver à temps au cours. Là, le devoir, finalement, on les recevait tout le vendredi, nous autres. Fait que là, tu essaies d'en faire le plus possible la Ouais. fin de semaine pour dégager tes soirs de semaine, Mhm. mais la fin de semaine, t'aimerais ça aussi faire d'autres choses. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a aussi le côté gestion du temps qui est plus difficile. Puis, tu sais, Caro, je te connais effectivement depuis très longtemps. Tu sais, je sais que tu étais une très bonne élève. Fait que, tu sais, peut-être que oui, toi, avoir des cours aussi, c'était pas si difficile de réussir pareil puis de faire tes devoirs. Moi, je sais que mes enfants, mettons, quand il y avait le karaté, parce que là, c'est sûr qu'il n'y en a pas, mais je pouvais pas prévoir de devoirs là-dedans. Ils étaient trop fatigués, ils étaient zéro réceptifs, ça pleurait, tu sais, il fallait que j'y pousse un peu. Ben là, il faudrait que tu finisses là, parce que sinon, on va arriver en retard au camp. Puis là, ben, ça finissait en chiolage, puis tout le monde est bougon pour s'en aller. Fait que, tu sais, ça, puis t'as pas envie de ça, là. Tu sais, j'ai pas vu mes enfants de la journée, j'ai pas envie de juste les pousser le soir. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est une réalité aussi qu'on n'avait pas, ben, que moi, j'avais pas quand j'étais plus jeune. Puis que veux pas, c'est dur de m'adapter. Tu sais, ce qui est logique pour moi, c'est comme, ben, tu le fais là, tu l'as fini, puis c'est fini. Puis C'est... peut-être aussi le temps qu'on passe sur les écrans avec les amis, qui prend peut-être plus de temps que ce qu'avant. Chacun était plus à la maison. Est-ce que ça aussi, ça peut peut-être influencer le temps disponible dans la tête de l'enfant? Dans la tête de l'enfant, je le sais pas. Moi, je sais que je passais beaucoup d'heures au téléphone. Peut-être pas à l'âge de mes enfants, mais plus ado, peut-être, Mm. ado, pré-ado. Mais c'est vrai que si je revenais de l'école, je voulais écouter mon émission, ben, elle finissait, j'en avais pas d'autres après. Tu sais, la durée était là. Mettons, c'était ton 30 minutes. J'aimais les Fraggle Rock où j'écoutais Passe-Partout à 6 heures, mais j'avais pas quelque chose qui enchaînait tout le temps après. Tu sais, fait que c'était facile aussi de me retrouver dans le temps. Mettons, si ma mère me disait, ben, après Passe-Partout, tu fais tes mots dictés. Ben, j'écoutais Passe-Partout. J'étais pas tentée de rester après parce que c'était plate pour moi ce qui jouait. Puis après ça, je faisais mes mots. Tu sais, c'était une routine qui était peut-être plus facile aussi à instaurer. Je sais pas. Mais puis là, Caroline, tu nous disais tout à l'heure, les enfants, quand ils sont sur Zoom, doivent apprendre à gérer leur image, prennent conscience de leur Mhm. image, de tout ça. Est-ce que les nouveaux, je dirais, enseignements, entre guillemets,
de citoyens viennent parfois parasiter les apprentissages académiques purs et durs. Par exemple, Lisa, je me souviens, tu me parlais de tes enfants qui étaient à fond dans le comité écologique. Et là, ils apprennent à gérer le recyclage et comment ça se passe, etc. De la même façon, là, Léo s'est fait raser la tête. Et puis, il y a eu tout cet apprentissage autour de les enfants malades, qu'est-ce que ça implique, comment aller chercher des fonds, etc. Donc, d'autres types d'apprentissage, je dirais peut-être plus citoyens. Est-ce que tout ça aujourd'hui, à l'école, dans les familles, ça prend de plus en plus de place, en plus de l'enseignement académique, ou ça a toujours été selon vous? Ça dépend des familles, ça dépend des milieux. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans un autre milieu, puis ça dépend toujours des priorités. Si, Isabelle parle d'une dynamique où elle manque de temps avec ses enfants, mais elle dégage quand même du temps pour, s'occuper du défi le camp, pour accorder de la place à l'environnement. Moi, je suis dans des ch tout à l'heure, elle parlait des 2 parents qui étaient en télétravail. Moi, j'ai des mamans monoparentales avec 4 enfants. Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que le fait d'avoir une éducation citoyenne va être priorisé quand elle doit les nourrir, quand le papa n'existe plus et qu'il n'y a pas de pension alimentaire? C'est ça, là, c'est ces questions-là. Donc oui, il y a une éducation citoyenne qui est faite, puis cette éducation citoyenne-là, elle est en partie à l'école, mais elle est beaucoup aussi par les parents. Nous, à notre école, ce qui nous sauve, c'est qu'on a certaines familles qui sont justement très au fait de l'environnement, donc on a des parents bénévoles. Et c'est ce qui aide aussi. Parce qu'Isabelle, tout à l'heure, elle a parlé du manque de temps des enseignants. Ici, j'aimerais ça nuancer. On est présentement dans une pensée où c'est l'intégration de tous les élèves. Donc, on a des classes qui sont excessivement hétérogènes, avec des élèves en très grande difficulté et des élèves très performants. Et Isabelle, tu l'as dit, est-ce qu'elle peut répondre à toutes les questions? Moi, je te dirais, est-ce qu'elle peut répondre à tous ces besoins qui sont aussi différents? Moi, dans ma tête, je milite pour le besoin des enfants. L'enseignant n'est pas là pour répondre à ses besoins, il est là pour répondre aux besoins des enfants. Et là, il faut créer le contexte dans lequel ça va être ça. Puis le besoin d'apprentissage de l'élève en difficulté, c'est de consolider ses apprentissages de base. Puis l'élève qui a tout compris, là, mais c'est pas des consolider ses apprentissages de base. Parce que pendant que tu fais ça, lui, il s'emmerde. Puis là, il y a juste un petit peu trop d'hyperactivité et il va te mettre le bordel dans ta classe, quelque chose de rare. Donc, c'est ça. Puis, penser que mettre des élèves super faibles avec des élèves super forts, le haut, c'est l'idée du siècle. On va tirer les élèves en difficulté vers le haut. C'est vrai, mais tu ramènes tes élèves d'en haut vers le bas. Donc, les écarts sont trop grands. Puis c'est là, c'est pas le manque de temps de l'enseignant sur lequel tu as mis le doigt tout à l'heure, mais ça vient de l'organisation de la classe. Puis c'est sûr, si on avait des élèves faibles avec des élèves moyens, bien, on aurait 2 types, mettons, de besoins à répondre. Puis on mettrait un autre groupe des élèves moyens avec des élèves forts. Puis là, c'est pas le même type de projet, là. Puis tu peux aller justement faire d'autres types d'apprentissage. Puis rendu ailleurs, ben, on continue ce type-là. Puis là, il y a une mobilité qui peut se faire, mais c'est sûr que l'enseignant, là, il est toujours à la remorque de l'élève le plus faible. Parce que c'est lui qui doit attendre. C'est lui qui doit comprendre. Puis là, c'est là, sinon, on sacrifie des élèves, là, les forts ou les très faibles, parce que là, il faut qu'on enseigne en moyenne des ours. Est-ce que c'est les niveaux qu'il faut revoir dans ce cas-là? Est-ce que le système comme il est aujourd'hui, c'est très peut-être trop rigide? Est-ce que le système est trop rigide ou c'est les constituants qui le sont? La politique de l'adaptation scolaire, là, qui a été faite par le ministère, parle beaucoup des élèves en très grande difficulté, disant qu'on doit répondre à leurs besoins. Donc, on a des services d'orthopédagogie, on a des services de neuropsychologie, des services de psychoéducation. Étrangement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les élèves qui sont très forts ou qui ont des intérêts particuliers, parce qu'il y a des élèves au primaire. Moi, je prends ma commission scolaire, il n'y a aucun programme particulier. Mais un élève qui est très, 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 très bon là, en musique, là, lui, sa motivation intrinsèque, elle est là.
Pourquoi on ne sert pas de cette motivation intrinsèque-là pour promouvoir justement son apprentissage de matières scolaires comme le français et les mathématiques? Non, on va le mettre dans un groupe, il va avoir son cours de musique une fois par semaine, puis mange tes bas, puis arrange-toi pour comprendre le français et les mathématiques, même si tu n'en as rien à cirer. C'est ça. C'est pas le système, là, lorsqu'on regarde les documents ministériels, si on regarde la loi, là, il y a beaucoup de possibilités. Pourquoi ils ne sont pas utilisés? Ça, c'est la question. C'est la même chose avec les élèves très forts. On devrait leur faire passer des années. Mais il y a un système qui est très rigide, puis il y a beaucoup de mythologie là, au niveau du développement psycho-affectif qui n'a rien à voir. Puis que, dans le fond, là, ce qu'on fait, là, c'est qu'on crée des problèmes en faisant ça. On ne penserait jamais laisser un élève en difficulté avec aucun soutien. Pourtant, on le fait avec d'autres types d'élèves. Trouver l'erreur. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que quand j'ai enseigné, 1 an aux États-Unis, j'étais dans une école d'immersion française et Mhm. donc ben, c'était des jeunes enfants américains. La plupart, la famille ne parlait pas français, donc le français était découvert vraiment juste à l'école. Il y avait pas un soutien à la maison qui pouvait être fait et j'ai vraiment découvert dans cette école 2 principes. Le premier qui était de, créer dans la classe une communauté. Mhm. L'élève, d'un coup, sentait qu'il appartenait à un groupe, ce qui ne veut pas dire que tu aimes tout le monde dans le groupe, mais il y a un groupe dans lequel tu appartiens, tu es reconnu comme individu et c'est correct et tu dois respecter tous les membres du groupe. Et la deuxième chose qui m'avait étonnée et je crois que cette base de communauté permettait justement, d'enlever de la gêne dans le fait de s'exprimer ou dans parce qu'il y avait cette idée, il fonctionnait beaucoup, je me souviens avec ce qu'on appelle le TPS, de Think, Pair, Share. Donc d'abord, tu penses tout seul à la réponse, tu partages avec un petit groupe ou ton ami, et puis ensuite tu le partages. Et donc il y avait ce côté dédramatisé, que c'est pas grave si c'est pas la bonne réponse, on était plusieurs à penser ça. Et l'autre chose, c'est euh, fractionner la classe énormément dans Mhm. les apprentissages du français et des maths, où moi je me souviens, j'avais les élèves qui étaient les plus en difficulté, et j'avais des groupes de 2 ou 3 élèves seulement. Quand mes collègues, qui avaient des élèves qui avaient plus de facilité, allaient avoir des groupes de 8, 9 élèves autour d'elles. Et vraiment, ça faisait une grande différence. Puis quand je t'entends parler, puis j'écoute Isa aussi, je me dis, ça fait 1 heure qu'on parle d'apprendre, et pas une fois on a mentionné compétence. L'élève est capable ou pas capable d'apprendre. On a parlé de motivation, on a parlé de contexte, on a parlé de... Et c'est drôle parce que je me dis, oui, peu importe l'école où on est, peu importe le système où on est, etc., il y a tellement de variables qui jouent dans l'apprentissage de l'enfant que c'est important de ne pas condamner toi t'es bon, toi t'es Ça pas bon. n'existe pas. Et ça me donne beaucoup d'espoir quand je vous écoute. Mais puis ça me donne quand même beaucoup d'espoir comme, de vous entendre à la fois comme maman, puis toi comme prof, de dire non, c'est pas juste toi oui, toi non, c'est noir ou c'est blanc, mais de dire bon, ça marche moins bien, essayons autre chose. Cet outil fonctionne moins bien, essayons ça. C'est important, je trouve, c'est beaucoup d'espoir. C'est comme le cliché en politique là, pour la souveraineté qu'on entend souvent, réunir les conditions gagnantes. Mais je pense que chaque enfant a ses solutions gagnantes pour apprendre, pour étudier, pour faire ses devoirs à la maison, mais il faut les identifier. Puis quand ils sont au primaire, quand ils sont jeunes, je pense qu'il faut les aider à les trouver ces contextes-là qui sont favorables pour eux. Mais Hélène, tu me disais, là, tu as amené plusieurs points qui sont présentement, on appelle ça la différenciation pédagogique. Ça, c'est un beau mot, encore une fois, qu'on apprend, nous, en adaptation scolaire, mais qui n'est pas enseigné souvent aux profs du régulier. On doit travailler par sous-groupe d'apprentissage, puis aider les élèves, justement, à trouver des solutions, puis travailler avec l'erreur, dédramatiser l'erreur. L'erreur, c'est pas grave, ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis mieux encore, si tu as fait une erreur, il y a des chances que tu te souviennes que tu as fait cette erreur-là, donc que tu ne la recommettes plus. Mais encore une fois, pour pouvoir l'appliquer, tu dois vouloir l'appliquer. Et les enseignants, présentement, est-ce qu'ils sont issus d'un système scolaire qui faisait de la différenciation pédagogique? Non. Est-ce que c'est des enseignantes qui ont travaillé avec la dédramatisation de l'erreur? On part de l'erreur carrément de l'enfant. Ah oui. Puis là, moi, j'écris toutes les réponses des élèves au tableau. Ah non, là, madame, c'est pas bon. Non, c'est pas ça la question. Là. Je veux pas savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Dis-moi, qu'est-ce que tu as écrit? On les écrit. Bon, là, maintenant, on va analyser ensemble. Toi, tu penses que cette erreur-là, que ça, c'est pas bon.
Peux-tu me dire pourquoi tu me dis que c'est pas bon? Que tu me dises que c'est pas bon, là, ça me donne aucune idée de quand je vais voir ce mot-là ailleurs, pourquoi ça va être pas bon? Faut que tu m'expliques. Fait que là, il faut qu'on amène les élèves. Mais c'est une manière d'enseigner. C'est une manière, justement, de faire apprendre l'apprentissage actif où on sollicite l'élève. C'est l'élève qui est au cœur, c'est lui qui nous donne les réponses, c'est lui qui est en train de réfléchir. Ah oui, tu as dit ça, mais as-tu pensé à telle chose? Puis là, tu as l'autre élève qui répond: Ah oui, mais si on dit ça, madame, oui, tu as raison, on va le noter. Puis on travaille en communauté, mais il faut apprendre comme enseignant. Oups, désolé, maman. Il faut que l'enseignant soit en mesure de le faire. Et pour faire ça, là, ça prend énormément de capacité d'adaptation. Faut pas avoir peur que les élèves, là, ils nous poussent dans nos derniers retranchements, peut-être qu'aux limites de notre savoir, puis qu'on soit obligé de dire: Écoute, tu m'amènes quelque chose, c'est intéressant, mais là, je peux pas te dire là si c'est bon ou c'est pas bon, on va aller vérifier. Là, tu me donnes une exception. Pourquoi c'est ça? On va aller chercher la règle ensemble. Puis, il faut accepter que l'élève nous confronte. C'est ça qui est intéressant. Pour avoir un meilleur système, il faut que ce soit des individus particuliers qui le supportent. Puis je pense que ça prend des qualités aussi particulières pour réussir à faire des communautés d'apprentissage, puis à accepter que soit en tant qu'adulte, même si on est au primaire, on fait partie de cette communauté d'apprentissage-là, ce qui veut dire que nous aussi, on est un apprenant. Je n'ai pas trouvé de réunion. J'ai pas de réunion. Donc, puis c'est ça, on détient pas la science infuse comme adulte. Puis oui, il y a des élèves qui vont nous dire qu'on a tort, puis peut-être que c'est vrai qu'on a tort, puis c'est pas grave d'avoir tort. Puis si on l'accepte comme adulte, Là encore, l'erreur, oui, c'est pas c'est grave. pas grave. Puis j'en ai fait une erreur. Vous voyez, hey, je me suis trompée. Parce que y a-tu quelqu'un qui est mort aujourd'hui? Non? Ben, on continue. C'est ça. Mais il faut être un adulte, puis il faut pas être: «Oh non, j'ai fait une erreur, je vais être jugé, qu'est-ce que le parent va dire si l'enfant le dit?» Mais mon Dieu, tout le monde en fait des erreurs. Là, l'été s'en vient. Mmh. Tu parlais tout à l'heure du fait que, bon, certaines écoles, comme celle où tu enseignes a repris les cours en classe, mais tu n'as pas tous les élèves. Isa, tu disais, voilà, l'école n'a juste pas repris. Forcément, septembre s'en vient, et même si, oui, tout le monde va passer, entre guillemets, entre très gros guillemets, ça ne veut pas dire que tout le monde a acquis ce qu'il fallait apprendre de cette année-là. Comment est-ce que, je dirais à la fois à la maman et à la prof, je m'adresse, vous envisagez l'été qui s'en vient en vue de septembre, en vue du retour en classe peut-être, ou en tout cas du retour à un autre niveau? Comment bien se préparer cet été? Puis que faire? Est-ce qu'on fait rien ou est-ce qu'on continue une petite routine d'apprentissage? Moi, personnellement, étant donné qu'ils n'ont pas eu de vraie école, puis que moi, j'en fais pas à la journée longue parce que je vois très bien leur intérêt inexistant pour que je prolonge. Tu sais, j'insiste souvent pour un travail. Fait que j'ai l'intention d'en faire encore pendant l'été parce que je considère qu'ils sont déjà un petit peu en vacances. Tu sais, d'habitude, l'été, je trouve que c'est court, ça passe vite, puis tandis que là, je pense que je vais continuer à un petit travail, pas, mettons pas la fin de semaine, pas nécessairement tous les jours, mais continuer à insister pour qu'ils fassent un petit peu de français, un petit peu de mathématiques. De toute façon, j'ai tous leurs cahiers, là. On s'entend, là. Puis il y en a, je suis chanceuse. Donc, toi, tu dilues un petit peu Oui. tout ce qui n'a pas été fait en dur, tu vas l'emmener petit à petit au long des semaines. Oui, puis moi, je suis chanceuse, les niveaux de mes enfants, tu sais, première année, même si j'ai pas le corrigé, je suis capable de voir si ma fille a bien écrit son mot ou si elle a bien compris son texte. Fait que, tu sais, j'ai cette facilité-là. Il y a certains, si c'était des enfants au secondaire, où des fois, je serais peut-être comme, bon, c'est un peu plus compliqué parce que la science physique ou la chimie, j'étais pas super bonne, puis je m'en rappelle plus. Tandis que moi, avec le niveau de mes enfants, puis des trucs que j'ai trouvés sur Internet, tu sais, juste, moi, j'ai trouvé une affaire que les deux aiment quand même pas mal, puis je trouve que c'est bon, c'est, mettons, des mots mystères. Fait que là, ils ont les mots à chercher. Des fois, ils savent pas c'est quoi, fait qu'ils me posent des questions. Faut qu'ils l'écrivent comme faut. Il y a le mot à la fin qu'ils trouvent. On fait souvent une petite recherche Internet pour savoir c'est quoi ce mot-là, en apprendre un peu plus. Fait que, tu sais, il y a un côté un peu ludique. Puis, finalement, ben, ils ont appris quelque chose, ils ont vu des mots, j'en ai expliqué quelques-uns. Fait que ça, c'est pas pire. Puis, les petites expériences scientifiques aussi qu'on peut faire. Fait que, tu sais,
Je le sais que Caro, elle a dit tantôt que, ouais, mais tu peux pas amener, tu sais, le côté un peu ludique ou le côté à la maison, ce que tu apprends, que ça va être remis nécessairement en contexte scolaire. Mais j'ai quand même la prétention de croire que ça garde un petit peu éveillé leur cerveau côté apprentissage. Mais ça, elle va me le dire hein, tout de suite. Ben, ça, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de recherches qui est fait. Nous, on a un été qui est très long au niveau du congé scolaire. Je pense que les élèves ont plus que 8 semaines de vacances. Et quand on regarde les élèves qui sont en difficulté, ou même l'élève moyen, on a beaucoup de pertes au niveau de la matière, parce que les matières scolaires sont pas toujours c'est peut-être là où c'est très bon ce que tu vas faire, Isabelle, parce que tu vas garder frais à la mémoire de tes enfants les choses que tu as fait par le passé, puis tu vas comme toujours réactiver les connaissances. Ça, c'est ce qui est bien. Puis ce qui n'est pas fait typiquement dans un été de vacances. Il y a, il y a plein de modèles où on essaie de trouver ce qui serait le mieux. Et le modèle qui paraît dans la science être le plus préférable, ce serait de faire euh, des trimestres. À chaque 3 mois, c'est 2 ou 3 semaines de vacances. À ce moment-là, les apprentissages, il y aurait un moins grand écart entre ceux qui recommencent l'année en septembre et qui ont des difficultés, qui ne se souviennent plus de rien, là, puis les élèves sont plus performants ou qui ont une mémoire il y a une facilité avec la mémoire. Donc, c'est sûr que si après, là, ça va faire 6 mois de pause, là, ouf, ça va être difficile. Ça va être difficile. Parce que la mémoire, Moi, ce que j'aime peut-être des outils en ligne et puis, ce serait intéressant peut-être de les mettre en note dans le podcast pour que si tes parents veulent s'y référer, ils puissent le faire. Mais aussi bien ce que tu disais, Isa, que les sites aussi que Caro t'avait référés. Ce qui, moi, me rassure dans le côté en ligne, oui, c'est l'écran, oui, ça peut être dérangeant pour certains, mais c'est surtout que peu importe le parent, si la francisation est faite ou pas, c'est la machine qui va corriger. mmh Et alors, c'est peut-être une façon aussi que tous les enfants puissent recevoir un exercice ludique, moins ludique ou quoi, mais en tout cas que tous puissent bénéficier de corrections de leur juste en quelque sorte, peu importe le panorama qu'on a dans la famille. j'ajouterais même, il y a l'autocorrection qui se fait et habituellement, plusieurs sites offrent la petite flèche, le petit plus, où on appuie dessus, puis on a aussi la petite leçon. C'est certain qu'il y a des élèves qui sont pressés, qui veulent pas le lire, ou il y a des élèves aussi qui comprennent pas tous les éléments de la réponse, mais cet élément-là est là, puis un parent là, qui a moindrement un petit peu de temps, ben, il peut lire la phrase vite, vite. Ah oui, c'est ça que ça veut dire, ou essayer de comprendre avec son enfant, parce que l'enfant aussi, faut pas que ça soit. Tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence, là, c'est ça. Faut pas voir que dans la vie, il y a des gens intelligents, puis il y a des gens pas intelligents. Il y a des gens qui travaillent. Puis il y a des gens, c'est vrai, ils ont un petit peu plus de facilité, mais à un moment donné, ces gens-là qui ont plus de facilité maintenant, hein, auront peut-être pas plus de facilité, puis ils vont devoir travailler. Parce que pour produire un travail de 20 pages à l'université, il faut que tu travailles. C'est pas ta mémoire qui va t'aider ou tu sais, il y a une dynamique de travail, une rigueur, là. Puis ça, c'est très important de le dire aux enfants parce que quand on fait des sondages, là, puis qu'on demande est-ce que tu nais intelligent ou tu deviens intelligent. Même les parents, là, il y en a beaucoup qui pensent que l'intelligence, c'est fixe. Non, il y a beaucoup de choses qui vont dans l'intelligence, donc tes apprentissages. Puis c'est ce qui contribue à faire des liens. Plus tu fais des liens, plus ça devient facile d'apprendre. Mais c'est sûr que si on ne te nourrit pas, tu peux pas les faire, les liens, tu les as pas, ces outils-là. Donc, c'est important qu'on travaille sur le concept que tes efforts, là, ça va payer, puis c'est ça qui va te permettre de réussir. Donc, puis l'été, faut aussi mettre un petit peu d'effort, puis ça va garder notre cerveau en activité. En septembre, on va trouver ça plus facile.
Très chouette. Bah alors moi, j'ai pris note de tout ça. Je pense qu'on a clairement compris que, un, pas d'excuses pour personne. Deuxièmement, l'été s'en vient, c'est pas l'occasion de mettre son cerveau à off. Non, 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 on continue d'apprendre. Ça fait déjà une belle heure et quart qu'on discute là-dessus. Alors, je vais vous remercier. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Caroline d'avoir apporté vos lumières, votre expérience sur cette discussion enrichissante. Merci énormément. Ça me fait plaisir. Merci! Moi, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous les lundis et jeudis dans la section podcast de lebontradeunion.com pour avoir les notes détaillées et les références que l'on a mentionnées, notamment dans cet épisode. Bien sûr, vous pouvez écouter Café Noir et Table Blanc sur Spotify ou l'appli Balado de Apple. Si c'est le cas, si vous aimez notre travail, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note d'appréciation. Ce sera pour nous une belle occasion de motivation pour en apprendre davantage. Alors, il est temps de clore ce chapitre. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. 大きな木が呆れてる花を咲かせるずっと前に